Hey, salut mes petits Tika, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'en profite que Halloween arrive pour me relancer sur la chaîne. Donc là, on va commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec le Japon, mais par un hors-série. Donc on va parler de 3 histoires qui font flipper, mais qui sont vraies. Vous le savez, comme pour les autres vidéos de ce thème-là, nous allons parler de 3 histoires qui sont vraies, c'est-à-dire que les personnes qui me l'ont raconté l'ont vraiment vécu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut privilégier l'hypothèse surnaturelle, mais je vais raconter de leur point de vue, donc le moment où eux ils ont vécu ça, comment ils l'ont vécu. Je n'ai pas les réponses à ces histoires, mais elles sont quand même intéressantes. Alors, calez-vous au chaud, éteignez les lumières, sortez les pop-corn, et c'est parti pour notre première histoire. Le contexte. Petit village du sud de la France dans les années 90. 3 jeunes amis d'environ 14 ans, appelons-les Michael, Josh et Lucas, s'ennuient de pied ferme. Ils décident alors d'aller visiter la maison hantée du coin. Dans ma jeunesse, et oui je suis vieux, on appelait les maisons hantées les maisons qui étaient un petit peu abandonnées ou alors dont les propriétaires ne venaient pas souvent. Et beaucoup de jeunes s'amusaient à aller les visiter, ce qu'aujourd'hui on appellerait l'urbex, mais avant on appelait ça aller voir des maisons hantées. Bref, revenons à nos moutons. Michael, Josh et Lucas avaient entendu par des amis que cette maison était hantée, qu'il y avait des choses vraiment étranges qui se passaient à l'intérieur. Sous l'impulsion de Michael, ils décident d'y aller en plein après-midi. Après plusieurs minutes de marche, la maison se dessine devant eux. Elle est un petit peu isolée et est entourée d'une haute haie d'herbe qui empêche de voir à l'intérieur. Cela arrange nos 3 compères parce qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir passer facilement de l'autre côté et ne seront pas vus depuis l'extérieur. À peine la haie passée, l'ambiance se change. En effet, même si la maison paraît normale, il y a quelques petits détails troublants. La maison a certains volets ouverts et d'autres fermés. Les accès semblent eux aussi fermés, c'est-à-dire portes et porte-fenêtres, mais en faisant le tour, ils s'aperçoivent que la porte de l'arrière est grande ouverte. Autre détail troublant, au niveau du toit, là où normalement il devrait y avoir les gouttières, il y a comme des scies géantes pendues tout le long de la toiture. La porte arrière est donc grande ouverte et les 3 compères sont cachés derrière un arbre pour regarder l'entrée, voir s'il y a du mouvement. Au bout de quelques minutes, Michael décide qu'il est temps d'y aller. Ils s'avancent tous les 3 prudemment et ne distinguent rien. Ils rentrent donc dans la maison et commencent à l'explorer. C'est une maison abandonnée comme il y en a tant et les pièces sont remplies de graffitis, de poussière et de quelques affaires qui traînent. Mais c'est une grande maison avec un étage. Alors les 3 compères commencent à explorer pièce par pièce. Au rez-de-chaussée, il ne se passe rien de particulier à part quelques frayeurs entre eux. Vient le moment de monter à l'étage. L'escalier est en bois et grince énormément. Les 3 compères essayent de ne pas faire de bruit, mais il n'empêche que ça se répercute dans la maison vide. Ils ne se quittent pas d'un pouce, ils sont collés les uns aux autres et arrivent enfin au premier étage. Au premier étage, par contre, les pièces sont un petit peu plus pleines. Il y a des meubles, certains bibelots qui traînent, le tout recouvert de poussière et de graffitis, pas comme si quelqu'un habitait là, mais plutôt comme si quelqu'un y avait vécu et avait laissé l'endroit tel quel. Les 3 compères continuent leur exploration, ils sont très heureux de ce qui se passe car ils ont le petit frisson de l'exploration et aussi de ce côté un peu mystérieux, mais ils restent bien groupés. Le schéma de la maison permet de faire tout le tour de la maison, de passer de pièce en pièce et de revenir au niveau de l'escalier pour descendre. Il reste encore un étage, ou plutôt le grenier, mais il n'est pas accessible facilement. Il y a bien une trappe, il faut tirer sur un fil pour faire descendre un escalier qui vous permettrait de monter. Mais les 3 compères n'ont pas prévu d'y aller pour l'instant. Ils continuent à explorer pièce par pièce et fouillent un petit peu les meubles à la recherche de quelques trésors. À ce moment-là, Lucas est en train de fouiller dans un meuble pour trouver, il sait pas quoi, mais il cherche pour trouver quelque chose. Josh décide d'aller dans la pièce de gauche et Michael dans la pièce de droite. Bien entendu, comme dans tout bon film d'horreur, ils se séparent. Lucas est donc concentré sur sa fouille, mais il sent que derrière lui, quelqu'un passe. Il ne s'inquiète pas parce qu'il pense que c'est un de ses 2 compères. Il entend des bruits de pas derrière lui et sursaute lorsque quelqu'un se cogne dans un meuble, mais ne prend pas la peine de se retourner, pensant que c'est un de ses 2 amis. Ayant fini de chercher le meuble, il se retourne, mais il n'y a personne dans la pièce. À ce moment-là, Michael revient de la pièce d'à côté et demande pourquoi ils font autant de bruit.
Lucas est étonné et dit qu'il est tout seul et qu'il pensait que Michael était avec Josh. Josh, entendant ses amis parler dans l'autre pièce, les rejoint à son tour et leur demande de faire moins de bruit. On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un peut les entendre de l'extérieur. Les trois copains sont alors un peu désorientés parce qu'ils pensaient être seuls, chacun dans leur pièce, et que les deux autres étaient ensemble. Or, manifestement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Lucas demande qui s'est cogné contre la chaise derrière lui. Et les deux copains se regardent et disent « pas moi ». Là, l'ambiance a baissé de quelques degrés. Les trois copains se regardent, essayent de dire qui a fait la blague à qui, or aucun ne lâche l'affaire. C'est à ce moment précis qu'ils entendent des bruits au niveau du grenier. Les trois copains font le plus grand silence qu'ils aient jamais fait tous les trois ensemble. Ils entendent comme des bruits de pas dans le grenier. Pris de panique, pensant que c'est peut-être quelqu'un qui habiterait ici, ils commencent à descendre dans les escaliers. Or, les escaliers sont en bois, je vous l'ai dit, et ils font extrêmement de bruit. Ils essaient d'y aller sur la pointe des pieds, mais ils ne peuvent s'empêcher de faire du bruit, et donc, dans la panique, se mettent à courir. Ils dévalent les escaliers, sortent de la maison et se cachent derrière le gros arbre. Cachés derrière leur poste d'observation, ils en profitent pour regarder la porte de derrière, voir si quelqu'un les a suivis. Or, il n'y a personne. Ils attendent quelques minutes, et rien ne se passe. Ils rigolent sur le fait qu'ils se sont fait peur entre eux, qu'il n'y a personne dans la maison, et qu'ils devraient peut-être y retourner. À ce moment-là, Josh pointe du doigt une des fenêtres. Il assure à ses amis qu'il a vu une silhouette à la fenêtre. Au moment où Michael et Lucas regardent, il n'y a plus personne. Mais Josh en est sûr, il a vu quelqu'un. Michael, le plus courageux des trois, dit « Je vais quand même aller voir à la porte s'il y a quelqu'un ». Il s'approche doucement de la porte, et d'un seul coup, il revient en courant vers ses compagnons. Les trois adolescents partent en courant et s'enfuient pendant plusieurs minutes sans se retourner. Une fois loin, il se retourne et demande à Michael qu'est-ce qui s'est passé, et il leur répond qu'il a entendu les escaliers craquer comme si quelqu'un descendait les escaliers. Il a préféré s'enfuir et ne rien dire à ses collègues, enfin les embarquer avec eux en tout cas. Les trois compères sont donc dans la rue, loin de la maison, mais pas rassurés pour autant. Ils se sentent observés, ils ont une présence qui leur colle à la peau, il n'y a personne autour, ils ont beau se retourner et chercher, ils ne voient personne, mais ils ont cette sensation que quelqu'un les observe et les suit. Au début, aucun des trois n'en fait part aux deux autres, et ils commencent à marcher vers le centre du village, tout en discutant de leur mésaventure. Puis petit à petit, une sensation de peur commence à les tenailler tous les trois. C'est inexplicable, ils ne sauront pas me dire pourquoi, mais ils avaient vraiment cette sensation qu'ils étaient suivis et que quelqu'un était derrière eux. Les trois copains se mettent à courir et ils ne s'arrêteront qu'une fois chez eux. Ils n'auront jamais aucune explication sur ce qui leur est arrivé. Voilà une petite histoire comme on en a tous vécu. Pas spécialement très effrayante, mais assez angoissante. Ne vous inquiétez pas, on va monter crescendo. Deuxième histoire, le contexte. On y parle de Soukouyan, d'esprit et de culte vaudou. Guadeloupe, fin des années 90, début des années 2000, un groupe d'adolescents s'ennuie ferme vers chez eux. À cette époque-là, la Guadeloupe est pleine de mythes et de légendes, de folklore bien particuliers comme les Soukouyans ou d'autres bêtes mythologiques liées à l'île. Nos trois protagonistes, que nous allons appeler Cédric, Sonny et Gaël, s'ennuient ferme avec leurs amis. Sonny raconte alors l'histoire d'une maison qui serait un petit peu hantée, beaucoup plus loin dans la ville. Selon lui, on y pratiquerait des rituels vaudous et il se passerait des choses étranges pendant les nuits sans lune. Le petit groupe d'adolescents est bien évidemment attiré par tout ce qui touche au surnaturel et décide donc d'y aller, mais pas fou, en pleine journée. Après quelques minutes de marche, la maison se dessine au loin. C'est une maison sur 3 étages, en bois pour la plus grosse partie, et qui semble abandonnée. Une partie des adolescents, les plus vieux, on va dire, qui ont entre 16 et 17 ans, décident d'explorer l'intérieur de la maison. Les plus jeunes, allant de 12 à 14 ans, décident eux de rester à l'extérieur pour surveiller. Les grands rentrent et les petits, à l'extérieur, pour leur faire une blague, jettent des cailloux sur les volets en bois pour les faire flipper. Sonny, Cédric et Gaël restent à l'extérieur pour l'instant. Au bout de quelques moments, on entend des cris, des gens courir et tout ce petit monde s'enfuit en courant. Arrivés assez loin, les grands racontent qu'ils ont vu du sang, des statues décapitées et des cercueils dans la maison. Les jeunes sont impressionnés, mais ne croient que la moitié de ce qu'ils disent. Le lendemain matin, Sonny, Gaël et Cédric décident d'aller voir par eux-mêmes. Ils arrivent enfin devant la maison, rentrent par la porte principale qui est grande ouverte. À peine arrivés dans le hall d'entrée, les murs comportent beaucoup d'étagères avec plein de livres écrits sur des sujets un petit peu paranormaux. Le sol est jonché de feuilles et de saletés, ainsi que de quelques livres ouverts avec des pages arrachées. Au bout du hall, ils y voient
une statue de la Vierge Marie et une statue de Jésus dont la tête semble avoir été arrachée. La statue de Jésus et la statue de Marie comportaient des taches brunes sur le corps, un peu comme si quelqu'un avait saigné dessus. Cédric, à ce moment-là, essaie de rationaliser la chose. Il n'est pas rare à cette époque que certaines personnes pratiquent du vaudou ou des rites un petit peu occultes sur l'île. Cela choque les trois amis, mais ils continuent et décident d'avancer, ce n'est que le hall. Une fois passé ce hall d'entrée bien prometteur, la suite est décevante. Les autres salles au rez-de-chaussée sont vides, elles sont pleines de poussière, de graffitis et de feuilles volantes. Les trois amis font le tour du rez-de-chaussée et décident de monter au premier étage. Cette maison est en bois, l'escalier est en bois et donc craque énormément. Ils essaient de faire le moins de bruit possible, tout en sachant qu'il n'y a personne dans la maison, mais cela les rassure d'y aller doucement et de ne pas se faire repérer. Le premier étage semble vide, mais les trois compères n'ont pas spécialement envie de le visiter, car selon le dire des grands, c'est au grenier qu'il y a le cercueil et la salle qui fait le plus peur. Les trois compères ont besoin de courage pour continuer, donc ils décident de faire le tour du premier étage pour s'assurer qu'il n'y a bien personne dans la maison. Ils font le tour du premier étage, il ne se passe rien de particulier et ils entament de monter au deuxième étage. Le deuxième étage ressemble au premier, il est vide et ils décident de ne pas l'explorer, sauf Gaël. Pendant que Cédric et Sonny discutent, Gaël, on ne sait pas pourquoi, décide d'aller visiter le deuxième étage. Sauf que ça fait un petit moment qu'il est parti, Gaël. Et Cédric et Sonny commencent à s'inquiéter. Au bout d'un moment, inquiet, ils commencent à l'appeler. Vous savez, de cette façon particulière qu'on a d'essayer de crier tout en restant le plus discret possible. Les minutes passent, en tout cas c'est ce qu'ils ressentent, et toujours pas de Gaël. Les deux amis décident de prendre leur courage à deux mains et d'aller explorer le deuxième étage à la recherche de leur copain disparu. C'est à ce moment-là qu'un Gaël, en train de hurler, les rejoint en courant. Les deux autres amis, pris de panique, commencent à s'enfuir avec Gaël à leur trousse et descendent au premier étage. Arrivé au premier étage, ils se calment et demandent qu'est-ce qui se passe. Gaël se retourne et dit « Non, rien, ça va ». Les deux copains n'en croient pas un mot et demandent à Gaël de s'expliquer sur le champ. Gaël, un peu gêné et un peu pâteau, répond qu'il n'a rien vu, mais il lui semble avoir entendu du bruit au grenier. Les deux copains le chambrent un petit peu, lui disent que c'est normal, c'est une maison en bois qui craque, il y a beaucoup de vent à l'extérieur, et le bruit, c'est pas étonnant. Ils décident donc de remonter au deuxième étage, mais ils ne sont pas sereins. L'escalier continue pour aller à ce qu'on pourrait appeler un troisième étage, mais c'est plutôt le grenier. Les trois amis arrivent au bout de l'escalier et tirent à la courte paille qui va soulever la trappe et passer sa tête pour voir ce qu'il y a dans le grenier. Sonny perd et il s'y colle. Il ouvre la trappe d'un seul coup, et qui fait flipper ses deux camarades, et attend patiemment avant de passer sa tête. Il passe doucement sa tête et la retire vivement, blanc comme un linge. Les deux copains lui demandent qu'est-ce qui se passe. Sonny leur répond qu'il y a un cercueil dans le grenier. Les trois amis décident quand même de monter. Le grenier est fait d'une seule et immense pièce, très peu éclairée par un ou deux Velux, et dont le sol est recouvert de bouteilles. De bouteilles en verre posées droites qui inondent le sol. Il y a même certaines bouteilles qui sont sculptées en bois. Déjà, ça c'est étrange. Mais le plus étrange, c'est qu'au bout de la pièce, il y a un cercueil posé sur deux tréteaux. Alors là, j'avoue, moi je me serais déjà barré. Mais pas les trois compères. Ils décident de monter et d'aller voir ce qu'il y a dans le cercueil. Bonne idée, n'est-ce pas? Ils s'approchent discrètement du cercueil en évitant les bouteilles pour ne pas les faire tomber et en se déplaçant le plus discrètement possible pour ne pas faire craquer le bois du plancher. Arrivé au niveau du cercueil, ils tirent à la courte paille qui doit ouvrir le couvercle. Devinez qui a perdu, c'est notre bon ami Sonny qui s'y colle. Il ouvre alors le cercueil et à l'intérieur, il n'y a rien que des bouteilles pleines encore et encore qui remplissent ce cercueil. Alors, c'est à la fois décevant, mais rassurant. Par contre, petit détail, on dirait qu'il y a du sang sur les bouteilles. Les trois compères se disent que c'est pas tout à fait normal pour une maison d'avoir un cercueil à l'intérieur avec des bouteilles partout, et ce sang les inquiète un petit peu. C'est beaucoup trop rouge pour être du sang sec, et c'est beaucoup trop marron pour être du sang frais. Donc, ils sont un petit peu inquiets. Ça peut être de la peinture, mais ils décident de mettre les voiles. Ils descendent doucement les escaliers en essayant de ne pas faire de bruit et s'arrêtent à chaque étage pour écouter s'il y a d'autres bruits dans la maison. Arrivés au premier étage, ils entendent comme si quelqu'un les suivait. Ils mettent ça sur le compte de la maison en bois qui craque. Ils sortent de la maison par l'entrée principale, font quelques pas et se retournent pour regarder la maison. Ils sont donc dans la rue, à une centaine de mètres de la maison, qui est bordée d'arbres et qui est assez isolée. Et à ce moment-là,
il voit une ombre émerger de la haie et qui les regarde. Impossible pour les trois compères de distinguer si c'est un homme ou une femme ou quelques détails que ce soit de la personne. Lorsque les trois me raconteront cette histoire séparément, ils me diront chacun que c'était une forme humaine, c'est sûr, mais qu'ils n'ont pas su distinguer si c'était un homme ou une femme. La personne se penchait pour regarder dans la rue au niveau de la haie d'arbres. Ce qui a été étrange et qui leur a fait peur à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait personne dans la maison, que c'était une maison isolée et qu'ils n'arrivent pas à dire qui était cette personne. Ils n'arrivent pas à savoir si c'était un homme ou une femme, s'ils n'arrivent pas à le décrire. Alors certes, la nuit commençait à tomber et ils avaient le soleil face à eux, le soleil couchant face à eux, ce qui peut expliquer l'aspect ombre de la forme humanoïde. Cela restera dans leur mémoire comme un moment très effrayant. Ils en ont profité pour fuir et se raconter cette histoire entre des tas et des tas de fois. Encore une histoire assez tranquille, je dirais, que l'on a pu tous vivre à un moment ou à un autre. Passons maintenant à notre troisième histoire. Le contexte. Maison dans un petit village dans le centre de la France. Nous sommes dans les années 2010 et Cécile, notre témoin, rend visite à sa grand-mère qui habite toute seule dans sa grande maison. Il faut préciser que sa grand-mère est atteinte de troubles psychiatriques qui lui font voir et entendre des choses qui n'existent pas et qui ne sont pas réelles. Elle a aussi Alzheimer, ce qui fait qu'elle ne se rappelle pas forcément de tout ou mélange certains éléments de son passé et de son présent. C'est aussi pour ça que Cécile lui rend visite, car elle a besoin de soins particuliers et sa petite fille s'occupe d'elle. Mais Cécile ne s'est jamais sentie bien dans la maison de sa grand-mère. Elle ne saurait pas dire pourquoi, mais il y a quelque chose qui la trouble. De plus, les troubles de sa grand-mère, les troubles psychologiques de sa grand-mère, rajoutent une ambiance flippante à la maison. En effet, il arrive très fréquemment que sa grand-mère lui raconte qu'il y a quelqu'un avec eux dans la pièce, que cette personne se moque d'elle et qu'elle aimerait qu'elle la fasse partir. Cécile a beau savoir que c'est dans la tête de sa grand-mère, ça reste quand même méga flippant. Les voix dans la tête de sa grand-mère lui disent des méchancetés et parfois lui font voir des choses qui n'existent pas. Comme la fois où elle était persuadée que Cécile avait fait tomber une boîte d'allumettes et qu'elle lui demandait de ramasser les allumettes au sol, or il n'y avait pas de boîte d'allumettes. Ça c'était pour vous donner le contexte. Donc Cécile a décidé de rendre visite à sa grand-mère et sous l'insistance de celle-ci, décide de passer la nuit avec elle. Sa grand-mère ayant eu beaucoup d'enfants, la maison est très grande et possède beaucoup de chambres. Cécile choisit celle qui appartenait à sa mère pour y passer la nuit et discute avec sa grand-mère jusqu'au moment où elles tombent toutes les deux de fatigue. Sa grand-mère se couchant très tôt, vers les 21h, Cécile continue à bouquiner dans son lit avec la lumière. Vers 23h, elle entend des bruits de pas dans le couloir. Elle ne s'inquiète pas, pensant que c'est sa grand-mère, et continue à lire. Mais quelque chose la chiffonne, parce que sa grand-mère a l'habitude de se lever le soir pour aller aux toilettes, mais plutôt vers les 2-3 heures du matin, et là c'est un peu tôt quand même. Dans la nuit justement, vers 3-4 heures du matin, Cécile a elle aussi une envie pressante, et se lève un petit peu la tête dans les nuages pour aller aux toilettes qui sont situées au bout du couloir. Elle se lève la tête un petit peu embrumée, et se dirige vers les toilettes du fond du couloir, mais décide de ne pas allumer la lumière pour ne pas réveiller sa grand-mère. Une fois dans les toilettes, elle allume la lumière et laisse la porte un petit peu entrouverte. Et commence à faire ce qu'elle a à faire. Or, elle entend encore du bruit dans le couloir, le plancher grince. Le premier truc qui vient à Cécile, c'est qu'il y a quelqu'un dans la maison et potentiellement un cambrioleur. Le deuxième truc qui lui vient à l'esprit, c'est que sa grand-mère est seule et sans défense. Pensant à sa grand-mère potentiellement en danger, Cécile prend son courage à deux mains, ouvre la porte en grand et allume la lumière du couloir. Vous vous en doutez, il n'y a personne. Pourtant, Cécile est sûre d'avoir entendu des bruits de pas et est sûre d'avoir entendu quelqu'un lui répondre oui dans le couloir, derrière la porte. Pas du tout rassurée, elle décide quand même d'aller voir si sa grand-mère va bien. Elle retourne dans sa chambre, récupère son téléphone portable et s'arme d'un parapluie. Elle se dirige doucement vers la porte de sa grand-mère, ouvre celle-ci et la trouve allongée dans son lit. Elle la réveille et lui demande si c'est elle qui s'est levée il y a quelques minutes, ce à quoi la grand-mère répond non. Cécile décide alors de ne pas lui faire peur et de ne rien lui dire sur ce qu'elle a vécu il y a quelques instants. Elle lui demande juste de rester dans sa chambre et qu'elle va fermer à clé pour faire le tour de la maison pour s'assurer que tout soit bien fait. Cécile part donc avec le téléphone, avec le numéro des secours préenregistré, son parapluie à la main, et décide de faire le tour de chaque chambre en éclairant bien partout
et fait le tour de la maison pour s'assurer que tout est bien fermé. Et effectivement, tout est bien fermé. Elle remonte voir sa grand-mère, ouvre la chambre, qui l'attend sur son lit, bien réveillée. Pour vous décrire la scène, Cécile rentre dans la chambre de sa grand-mère qui est assise sur le lit, qui la regarde de face, elle qui rentre dans la chambre et dont la porte est dans son dos. Cécile, rassurée, dit à sa grand-mère que tout va bien et qu'elle peut se rendormir. Sa grand-mère lui dit alors « Est-ce que tu peux dire au jeune homme derrière toi de quitter ma chambre, je ne suis pas présentable. » Mettez-vous à la place de Cécile, faites dos à une porte et votre grand-mère vous dit qu'il y a quelqu'un derrière vous. Cécile est tétanisée de peur. Elle se retourne tout de même et s'aperçoit qu'il n'y a personne derrière elle. Elle ne sait plus quoi penser. Est-ce que sa grand-mère a des visions ou est-ce que c'est autre chose? Elle pense alors à un cambrioleur, mais toutes les portes et fenêtres sont fermées. Et elle pense aussi à une explication plus rationnelle, comme le fait qu'elle n'était pas bien réveillée et que sa grand-mère a des visions. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais voilà, la soirée de Cécile n'est pas finie encore. Elle rassure donc sa grand-mère en lui disant qu'il n'y a personne derrière elle, et la laisse se recoucher, et rejoint elle-même sa chambre pour se rendormir. Mais vous vous en doutez, Cécile n'est pas tout à fait sereine. Elle laisse donc la lumière de sa chambre allumée. Elle n'arrive pas à trouver le sommeil et décide de reprendre son livre là où elle en était. Au bout de quelques minutes, au moment où elle commence à s'endormir, elle entend le plancher craquer dans le couloir. Elle appelle pour savoir si c'est sa grand-mère, pas de réponse. Mais au niveau de l'interstice, au niveau de la porte d'entrée de sa chambre, elle y voit une ombre comme si quelqu'un se tenait derrière. Cécile est terrorisée. Elle décide donc de faire ce que tout le monde ferait à ce moment-là. Elle décide de se cacher sous sa couverture. Elle ne saura pas me dire combien de temps a passé, mais elle a fini par s'endormir et au petit matin, tout est rentré dans l'ordre. Elle n'aura jamais le fin mot de cette histoire et elle ne dormira plus jamais chez sa grand-mère. Voilà, j'espère que ces histoires vous auront plu. N'hésitez pas à partager, liker ou à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me mettre dans les commentaires vos propres histoires qui font peur ou à m'écrire pour qu'on prenne contact et que vous me les racontiez en direct. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires si vous voulez que je traite d'autres sujets, etc. Je pense que je vais me remettre à faire des vidéos sur le Japon parce que le Japon rouvre ses portes pour les touristes solo. Je compte y partir bientôt et vous faire des petits updates depuis le Japon, ça pourrait être sympa. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe ce que vous faites. Et comme le dit quelqu'un que j'aime... Non mais c'est quoi ce délire? Elle dure au moins 20 minutes cette vidéo. Ça suffit! J'en ai marre Internet, c'est fini entre nous. Allez on y va. Les 100 meilleures chutes de tous les temps. Clic.